qu'elles veulent faire et je les aide à concrétiser dans des projets. Donc, c'est à peu près le travail d'un consultant et donc, on réfléchit, on essaie d'inspirer et surtout aussi, on fait avec les clients dans des projets. Donc ça, c'est pour la petite partie de ce que je peux faire dans la vie. Et donc, les sujets qu'on traite sont larges. Il y en a un parmi eux qui est le gros hacking. Et le gros hacking, c'est un sujet, on va dire, un peu hype, à la mode aujourd'hui, qui nous vient du monde des startups, à proprement parler, mais qui est intéressant finalement pour tous ceux qui entreprennent et tous ceux qui ont des ambitions de croissance pour ce pourquoi ils ont entrepris. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. On va procéder en deux temps, si vous le voulez bien. Un premier temps qui sera un tout petit peu plus théorique, qui vise à éclaircir ce qu'est le gros hacking. Et puis, dans un deuxième temps, on va plus passer sur des exemples concrets. Parce que finalement, si je vous croise dans 3 semaines, et j'espère que ça pourrait arriver, ce que vous aurez retenu de ce qu'on s'est dit, ce sera uniquement des exemples, des choses qui vous ont marqué. Ah oui, c'est vrai, ils ont fait ça comme ça, c'est intéressant. Et finalement, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Finalement, ce qu'est le gros hacking, bon, peu importe, ce qui compte, c'est finalement la philosophie derrière et finalement les idées qu'on peut en tirer. Donc voilà, ceci étant dit, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en se posant la première des questions, le gros hacking, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à proprement parler, ce terme, avant de le définir, il a été inventé en 2010. Donc il n'est pas si vieux que ça. Finalement, ça a 9 ans, c'est pour ça que c'est encore à la mode. C'est pas encore complètement has-been, parce que les sujets vont vite sur ce sujet. Il a été inventé en 2010 par Sean Ellis. Sean Ellis, c'est l'un des fondateurs de Dropbox. Et en fait, il avait d'autres velléités à ce moment-là. Il voulait quitter Dropbox pour d'autres aventures qui lui étaient propres. Et donc, il cherchait son successeur. Et il s'est vraiment creusé la tête pour essayer de définir sa fiche de poste. Parce que finalement, ce qu'il faisait concrètement, c'était faire en sorte que l'entreprise Dropbox ait de plus en plus de clients. Et pour faire ça, il s'y prenait par n'importe quel moyen. Et donc, comment décrire ce poste-là? C'est pas marketeur, c'est pas web marketeur, c'est pas responsable de la stratégie. Et donc, il a inventé ce terme de growth hacking. Growth hacking, si on le traduit, en gros, c'est le pirate de la croissance. Alors, vous allez voir que ce terme-là en français est absolument ridicule, mais pour autant, il nous permet de comprendre un petit peu la logique qu'il y a derrière le growth hacking. Alors, concrètement, non, pas encore concrètement, mais d'un point de vue purement théorique, le gros hacking, c'est un ensemble de techniques, mais c'est aussi un état d'esprit, et c'est surtout ça qui est important, dont l'objectif absolu, c'est la croissance rapide par tous les moyens d'un service ou d'un produit. Et donc, on retrouve bien la notion de growth, donc la croissance. Et donc, c'est vraiment ça. Un gros hacker, puisque c'est devenu finalement une profession, il va chercher à faire croître une activité, une entreprise. Et il va avoir que ça en tête. La croissance, c'est son but. Donc, la croissance en nombre de clients, en chiffre d'affaires, en rentabilité, peu importe. Mais ce qu'il va chercher à faire, c'est croître. Et pour ça, il va être un peu un hacker, un pirate, au sens où il va utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition, et d'un point de vue financier, ils sont souvent assez faibles, pour aller chercher cette croissance. Donc c'est en ça qu'il est un peu un pirate, parce que des fois, c'est même à la limite de la légalité. Quand on parle de la légalité, c'est le respect des règles RGPD, par exemple. Donc RGPD, c'est le respect des données personnelles. Vous n'avez pas le droit d'utiliser un email pour lequel on ne vous a pas donné explicitement l'autorisation de l'utiliser. Bon, le gros hacker, il est parfois légèrement un peu limite sur ces sujets-là. Chacun y mettra ses propres bornes et le but, c'est pas du tout d'aller vendre l'idée de faire des choses illégales. Mais voilà, vous allez voir par la suite, il faut être audacieux et entreprenant quand même. C'est toute l'idée de la philosophie. Donc voilà, on est un peu un pirate et on va chercher la croissance. On dit souvent qu'on est un pirate parce qu'on n'a pas des gros moyens. On oppose souvent le gros hacking au marketing un peu historique.
Le marketing historique, c'est vous demandiez des budgets, il vous en fallait toujours plus, faire des campagnes. Alors, dans le meilleur des cas, vous étiez déjà gros, c'était des campagnes télé, des affichages 4 par 3. Ou alors, c'était dans le magazine de la ville, c'était sur Internet, dans Google, etc. Voilà, le marketing, c'est vous payez et vous espérez avoir des clients. Le gros hacker, lui, il va pas chercher à payer, il va chercher à trouver les solutions qui vont effectivement lui ramener des clients. Et il va mesurer cet effort en permanence et il va tester plein de choses. C'est là où on a une différence fondamentale. Alors, si on poursuit un petit peu, le gros hacking, finalement, ça mixe 3 grandes disciplines qui existaient déjà, mais qu'on met ensemble cette fois. Et puis, ça requiert 4 grandes qualités majeures. Alors, sur la gauche, vous avez les différentes disciplines. Alors, vous avez effectivement une dimension marketing, mais un marketing un peu créatif. Et donc, l'idée, c'est quand même d'aller chercher des clients. Vous allez voir, pas seulement les chercher. Le but, c'est pas qu'ils vous voient, qu'ils rentrent et qu'ils repartent. Le but, vous allez voir, c'est quand même qu'ils rentrent, qu'ils achètent, qu'ils deviennent clients, et puis qu'ils redeviennent clients. Et puis en plus, qu'ils vous recommandent auprès de leur réseau pour que leur réseau devienne le même client. Mais on va y venir. C'est aussi, et ça c'est extrêmement important, de l'expérimentation et de l'analyse de la donnée. Le gros hacker ne s'intéresse pas du tout aux convictions, ne s'intéresse pas aux certitudes. Ce qui l'intéresse, c'est les faits. Et donc, il va chercher à tout mesurer. Dès qu'il entreprend quelque chose, il met en place les moyens pour pouvoir mesurer son efficacité. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que finalement, si vous mettez en place quelque chose et que vous n'en mesurez pas l'efficacité, vous allez juste déployer une intuition et votre ROI, vous n'allez pas le maîtriser d'une part, et d'autre part, vous allez peut-être continuer des investissements sur quelque chose qui n'est pas si efficace que ça. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, il mesure tout le temps, il expérimente tout le temps. À chaque fois qu'il y a une idée, il expérimente à moindre coût, juste pour voir si ça prend. Si ça prend, on investit plus et on le fait mieux. Si ça ne prend pas, on passe à autre chose. Voilà. Et ça, c'est permanent, c'est permanent, c'est permanent. Et c'est là où c'est un état d'esprit et où c'est une vraie logique. Et enfin, c'est aussi toute une dimension d'automatisation et d'engineering. Justement, comme on n'a pas beaucoup de moyens et qu'on va parfois attacher des bouts de ficelle les uns par rapport aux autres, eh ben, on va essayer de le faire avec le moins d'efforts possible. Et donc, il y a une partie du growth hacking qui consiste à faire des petits bouts de code ou à utiliser des petits outils, gratuits ou pas, du net, qui vous permettent de faire un certain nombre de ces actions. D'accord? Alors, une fois qu'on a dit ça, là, je vais revenir sur ce que je vous ai dit. Le gros hacking travaille essentiellement autour d'un tunnel de conversion. Alors, ça veut dire quoi ces gros mots-là? Ça veut dire qu'un client, il n'a pas qu'un statut et on ne cherche pas uniquement à faire venir un client sur un site, par exemple, ou dans une boutique. Ça ne nous intéresse que très peu. Ce qui nous intéresse, donc ça, c'est la partie acquisition. Donc, c'est le premier effort, il le faut, parce que s'il ne vient pas ni sur le site ni dans la boutique, il ne deviendra jamais vraiment un client. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a fait qu'une partie du travail. Ensuite, il va falloir activer, ce qu'on appelle l'activation. Et donc, l'activation, c'est faire en sorte que ce client, il achète et il ait une première expérience qui soit réussie. Et une fois qu'on a fait ça, il faut faire de la rétention. La rétention, c'est faire en sorte que ce client qui a été client une fois, ce client, il devienne client une seconde fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Et enfin, pas encore enfin, mais ensuite, il faut faire du revenu. Le revenu, c'est de dire comment je fais pour que ce client, il me rapporte de l'argent. Parfois, j'ai dû investir pour acquérir ce client. Vous voyez, typiquement, c'est Boursorama. Quand vous êtes nouveau client, il vous verse 80 € sur votre compte. Ça, c'est un coût d'acquisition. Et ce coût d'acquisition, ils espèrent bien le rentabiliser par tout ce que vous allez dépenser ensuite chez eux. Une fois que j'ai réussi à rentabiliser mon client, mon but, c'est d'en obtenir d'autres. Et donc, que ce client devienne ambassadeur, et ça, c'est la partie qu'on appelle referral, et qui vise en fait à faire en sorte que vos clients vous recommandent auprès d'autres clients. Et donc, finalement, le gros hacker, il va toujours essayer de passer à travers ces différentes dimensions d'un tunnel de
qu'on appelle de conversion du client. Et donc, ça s'appelle la matrice AARR. J'ai envie de dire, peu importe, retenez juste cette logique que votre client, il doit passer par différentes étapes et qu'à chaque fois, chaque étape, on doit déployer des moyens adaptés et différents. Alors finalement, je ne sais pas si vous connaissez la série Dr House. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un docteur brillant, mais absolument, je ne sais pas comment dire le mot, mais désagréable. Il a un côté un peu génial parce qu'il sait faire des diagnostics que personne n'arrive à faire, mais il est extrêmement peu aimé des gens qui ne le connaissent pas beaucoup. Bon, voilà, c'est une série assez sympa. Et finalement, le gros hacker, en analogie, il travaille un petit peu comme ce docteur. Donc, ce docteur, c'est un super diagnostiqueur. Finalement, il passe à chaque fois par 5 étapes. D'abord, il va confronter les différentes compétences au sein de l'équipe. Il ne va jamais partir du principe, et pourtant, c'est lui le plus brillant. Hein, la série nous le démontre au travers, je ne sais pas, 8, 9, 10 saisons. Enfin, vous n'en pouvez plus d'ailleurs. Mais peu importe. Mais il va toujours se tourner vers son équipe. Et il va étudier toutes les idées. Toutes les idées sont bonnes à regarder et à étudier. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, il ne va pas choisir la sienne, mais peu importe. Il regarde toutes les idées. Ensuite, il va recueillir un large fait autour des choses. Il ne va pas seulement s'intéresser aux symptômes que lui aura formulé le patient. Parce que le symptôme ne vous donne pas la cause. Parce que le symptôme, il peut être formulé avec tout un tas de biais. Parce que le symptôme, eh ben, c'est qu'une vision étriquée de la réalité. Donc, ce qui va être important pour lui, ça va être d'aller regarder bien au-delà de ce symptôme et surtout d'essayer de l'objectiver. L'objectiver, c'est quoi? C'est de pouvoir y mettre, ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, des chiffres, mais de pouvoir y mettre tout un tas d'autres choses qui permettent voilà, de vraiment le mesurer, le tangibiliser. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le Dr House, dans la série? Il va jusqu'à aller au domicile des patients pendant qu'ils sont à l'hôpital pour aller voir s'ils n'ont pas une infection due à différentes choses qu'on pourrait trouver chez eux. Et il va fouiller chez eux. Ben, finalement, le gros hacker, il fait pareil. Quand il met en place des chemins pour les clients, les prospects, eh ben, il va toujours essayer de mesurer. Il va toujours essayer de connaître le contexte dans lequel ils ont fait les choses. Il va essayer d'agréger tout un tas d'informations possibles sur eux. Pourquoi? Parce que c'est la data, c'est à partir de la data qu'ensuite il prend des décisions et qu'il peut avancer. Ensuite, le Dr House, il va sélectionner une, deux, voire trois hypothèses de maladies sur son patient. Il y a toujours des maladies tordues qui n'existent pas. Hein. Évidemment, on ne parle pas d'un truc hyper basique, ce n'est pas la grippe. Et donc, il va prendre ces deux hypothèses et il va faire des tests. Il va faire des tests, même si parfois on lui dit « Oh non, 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 il ne faut pas faire ça, ça peut être dangereux pour le patient ». Et ben lui, il mesure le danger et il fait des tests jusqu'à ce qu'il puisse avoir une conviction sans avoir mis trop en danger le patient. Ben, c'est un peu ça la logique du gros hacker. C'est qu'il sait prendre des petits risques, mesurer, et il va aller tester des choses. Exemple, je ne sais pas, vous créez un nouveau site internet, vous hésitez sur la promesse et par exemple sur une image, et ben vous faites 2 pages internet différentes, deux premières pages. Et puis vous affichez tantôt l'une, tantôt l'autre, et vous mesurez celle qui a le plus de succès. Ça s'appelle l'A/B testing, et c'est quelque chose qui est très très répandu dans le monde internet. Et donc finalement, c'est pas le responsable marketing qui a raison, il fallait mettre du rose et tel bouton, ou c'est pas le directeur général ou je ne sais qui, c'est le client qui va dire qui a raison. C'est le client qui va choisir quelle est l'idée la meilleure. Et donc, voilà, c'est un peu ça l'idée des tests de la mesure. Voilà. Le doctorat, il passe aussi un peu de temps à ne rien faire. Alors là, c'est un peu une caricature, mais il passe beaucoup de temps à réfléchir, à tester, à discuter, à critiquer. Voilà. Et le gros hacker, c'est un peu ça aussi. C'est pas quelqu'un qui est forcément tout le temps en train de faire des lignes de code, dessiner des parcours clients, etc. Il est aussi dans l'interaction, le recul, la prise de recul permanente, indispensable. Et enfin, souvent, les solutions viennent d'ailleurs. Le Dr House, il imagine souvent des solutions qui sont complètement extérieures au protocole de soins habituel ou qui viennent
finalement de personnes qui étaient extérieures à l'équipe, de choses un peu inattendues. Et le gros hacker, c'est un peu ce qu'il cherche. Il ne cherche pas toujours à réutiliser des recettes magiques, etc. Il cherche à inventer le bon truc bien malin qui cette fois va marcher, va faire la différence. Donc voilà, c'était une petite analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui permet de un peu mieux appréhender le métier du gros hacker. Parce qu'aujourd'hui, finalement, après cette fiche de poste qui a été faite en 2010, c'est devenu un vrai métier. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui, quand ils se présentent en soirée, ils disent oh, je suis gros hacker. Voilà. Et c'est des gens qui sont relativement bien payés compte tenu du nombre de compétences qu'il faut. Faut avoir du market, faut savoir parler aux gens, faut savoir un peu coder, faut savoir avoir des logiques, mener des projets de tests, etc. Voilà, c'est quand même des gens assez complets. Et puis, vous avez tout un tas de sociétés qui sont spécialisées sur ce sujet-là et qui accompagnent les entreprises. Euh, il y en a des tas, hein, mais par exemple, vous en avez une qui est très connue qui s'appelle The Family. Alors, The Family accompagne plus globalement les startups dans leur croissance. Mais si vous allez sur leur site, vous allez trouver des tas de choses sur le gros hacking en particulier, une toute petite partie de ce sur quoi ils peuvent aider. J'ai cité eux, je pourrais en citer plein d'autres, mais c'est juste une référence. Voilà. Alors, je vous propose d'arrêter là sur la partie un peu théorique et d'aller directement sur des exemples. Donc, c'est des exemples. Je vais commencer par des exemples assez connus et puis d'autres peut-être un peu moins connus. Il y en a qui vont être un peu propres net, et d'autres moins. Dans ceux qui sont propres net, je vous invite à ne pas considérer que c'est réservé aux sociétés du net. Parce que dans tous ces exemples-là, en fait, on peut toujours imaginer des applications qui sont en dehors du net. Donc, c'est vraiment les logiques, les astuces qui sont intéressantes à regarder. Et derrière, l'idée, c'est d'essayer de se projeter sur ce que vous faites vous pour voir s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, on y va. L'un des exemples les plus souvent cités pour le gros hacking, c'est celui de Hotmail. Hotmail, au départ, c'est deux fondateurs qui ont imaginé créer une messagerie gratuite. Ce n'était pas Microsoft, hein, ça a été racheté par Microsoft. Ils ont voulu créer une messagerie gratuite en ligne, ce qu'ils ont fait, et puis ça décollait franchement pas du tout. Pas du tout, jusqu'à ce que l'un de leurs investisseurs balance une idée qu'ils ont trouvé d'ailleurs assez ridicule au premier abord. Eh bien si les gars, j'ai une idée de fou, vous ajoutiez à la fin de chacun des mails qui est envoyé depuis votre messagerie un petit message PS, I love you, get your free email at Hotmail. Ça veut dire en gros, post-scriptum, je vous aime, obtenez votre email gratuit avec Hotmail. D'accord? Et ça, c'était en bas de chacun des emails. Bon, ils l'ont fait. Et alors là, ça a été le décollage absolu. Parce que ça a fait quelque chose de viral. Tout le monde s'est demandé, mais c'est quoi ce truc, Hotmail? Je clique dessus. Ah ouais, génial, j'ai une messagerie gratuite. Et en fait, en 6 mois, alors qu'ils décollaient à quelques milliers d'utilisateurs, ils ne décollaient pas. En 6 mois, ils ont atteint le million d'utilisateurs. Au bout de 6 mois plus tard, ils en avaient 12 millions. Quand ils ont commencé à attaquer l'Inde, par exemple, il y a tellement de monde que ça s'est diffusé à une vitesse incroyable. Et ça, c'est un exemple de choses toutes bêtes qui coûtent absolument rien, vous voyez, et qui peut finalement faire de la viralité, au-delà de la viralité, hein, ça fait de l'acquisition client directement. Donc voilà, et l'idée est tellement simple et bonne que, et ça vous l'avez probablement tous expérimenté, Apple a recyclé cette idée. Quand vous avez un iPhone, et je crois toujours aujourd'hui encore, par défaut, quand vous envoyez un email, ça écrit envoyé depuis un iPhone. Voilà, ils font la pub pour l'iPhone à chaque fois, comme ça. Donc ça, c'est un premier exemple. J'essaie de passer au suivant, il faut que je clique. Un deuxième exemple assez célèbre, c'est celui de Airbnb. Donc Airbnb, il y a eu 2 étapes de gros hacking assez marquantes. La première, donc de la même manière, les fondateurs avaient créé un site où ils visaient finalement à proposer son appartement quand vous n'étiez pas là, à la location.
Jusque-là, vous connaissez Airbnb. Ça marchait pas tellement. Ça marchotait. Et puis, je crois qu'ils étaient à Los Angeles. Et puis là où ça marchait un peu, c'était plutôt à New York. Et donc, l'un des fondateurs, il a voulu se rapprocher de ses clients. Il a été à New York. Et il s'est dit, il faut que j'enclenche le dialogue. Mais il n'était pas super bon pour ça. Et donc, il était photographe par ailleurs. Et il s'est dit, bah, pour enclencher le dialogue, je vais aller proposer à ses clients d'aller faire gratuitement les photos de leur appartement pour nourrir l'annonce sur le site. Et c'est ce qu'il a fait. Et alors là, ils ont remarqué, en mesurant, que les annonces qui avaient des photos professionnelles avaient un succès sans comparaison possible avec les autres annonces. Et donc, c'est un peu un hasard. Mais là où c'est pas un hasard, c'est qu'ils ont mesuré le succès de l'action. Et en mesurant le succès de l'action, l'idée de départ est un hasard, mais le fait de l'élargir et de la systématiser ne l'est plus du tout. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, c'est devenu leur marque de fabrique. Pendant un premier temps, ils ont embauché des photographes professionnels ou ils ont sous-traité à des photographes professionnels. Et toutes les annonces qui venaient sur Airbnb avaient des photos faites par les professionnels. Donc ça a été un premier boom. Pour autant, ils avaient quand même toujours une audience assez limitée sur leur propre site. Ils n'avaient pas assez d'internautes, etc. Ils avaient beau travailler sur le search, le SEO, etc., donc l'acquisition de trafic, etc. Ils avaient du mal à décoller. Et à côté de ça, il y avait un site qui s'appelait Craigslist. Craigslist, en gros, c'est le bon coin aux États-Unis. D'accord? Donc, peut-être plein de petites annonces qui, lui, avait une audience de folie. Quand ils postaient une annonce dessus, ça avait quand même du succès. Et donc, ils ont commencé à se dire, bah, si les clients ne viennent pas spontanément sur notre site, mais qu'ils aiment bien notre offre, autant aller la proposer sur le site où ils sont. Et donc, ils ont commencé à proposer directement leurs annonces sur le site. Et ça marchait très bien, à tel point qu'ils ont automatisé, à chaque fois qu'on mettait une annonce sur leur propre site, elle était postée automatiquement sur le site de Craigslist. Donc là, typiquement, c'est la partie un peu automatisation et un peu pirate, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc qu'autorisait Craigslist. Donc ils ont eux-mêmes créé le petit algorithme qui allait pouvoir publier tout seul sur le site. Vous voyez et ça, en fait, ça leur a amené un trafic absolument incommensurable, à tel point qu'aujourd'hui, les gens ne vont plus du tout sur Craigslist pour louer un appart. Leur premier réflexe, c'est de taper Airbnb. Mais ça ne s'est pas fait en une fois. Et aujourd'hui, alors je n'ai pas les chiffres d'audience, mais ça ne m'étonnerait pas que Airbnb, vu qu'ils sont présents dans le monde entier, fasse plus d'audience que Craigslist, largement plus. Je n'ai pas du tout les chiffres, mais ce ne serait pas du tout étonnant. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas hésiter à tester des trucs, même si à l'origine, quand on crée un site internet, on se dit mais il faut que les clients viennent sur mon site. Bah, peut-être qu'ils peuvent venir en 2 coups, 3 coups, 4 coups. C'est pas forcément important. Et testons les trucs avant d'avoir des convictions affirmées. Donc ça, c'est l'exemple de Airbnb. Je vais vous donner un autre exemple un peu célèbre, c'est celui de Dropbox. Et il a introduit une notion qui est très importante. Donc Dropbox aussi, il y a eu 2 temps de gros hacking remarquables. Le premier temps, c'est au lancement, au tout début, le fondateur, il n'avait rien, il n'avait pas d'argent, mais il avait une idée. Il avait l'idée de faire un service. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dropbox, c'est un service qui vous permet de mettre vos fichiers dans le cloud et de les partager avec qui vous voulez, et qui s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Donc le concurrent, c'est Google Drive, c'est Amazon Web Service, c'est Microsoft Drive, je sais pas quoi. Enfin bon, voilà. Il y a pas mal de concurrents aujourd'hui. Et donc, il n'avait rien, mais il avait une idée. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une vidéo du fonctionnement de son service, alors sous forme de dessin animé, animation, etc. Il a posté cette vidéo et il a demandé aux gens de s'inscrire si ça vous intéresse ce service. Inscrivez-vous et vous serez parmi les premiers à y avoir accès et vous aurez un cadeau. Je ne sais plus exactement ce qu'il a proposé. Et ben, il a eu un tel succès. Il est arrivé avec ses signatures et donc sa base préqualifiée de prospects
qu'il a levé des fonds d'une manière qu'il n'imaginait pas du tout, et il a pu construire son service. Donc, l'une des logiques du gros hacking, c'est le fake it till you make it. Ça veut dire finalement, pour tester une idée, vous n'avez pas besoin de l'avoir développée jusqu'au bout. Vous pouvez la tester avec une landing page, par exemple, une page internet sur laquelle vous présentez votre idée. Il y a des sites qui ne font que ça pour récolter des fonds. Vous présentez votre idée très bien en ayant poussé le concept bien loin, etc. Et ensuite, vous allez solliciter de l'interaction de l'internaute pour connaître son avis. Est-ce qu'il peut être intéressé par ça? Et donc, il y a des tas d'offres aujourd'hui qui se lancent comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire l'offre ou prototyper tant qu'on n'a pas testé l'appétence du marché sur le sujet. Et ça, c'est une brique très importante du gros hacking. Je vais tester l'appétence d'une idée. Et ça me coûte quoi? Ça me coûte 4 heures pour faire une page. Et encore, quand je suis très fort, ça me coûte 20 minutes. Après, c'est un peu faux parce qu'il faut que les gens aillent sur la page. Donc, ça me coûte aussi une petite campagne Facebook ou je ne sais quoi de visibilité. Mais vous voyez que le coût est très réduit. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Deuxième temps, donc là, on travaille sur la première partie du tunnel de conversion, donc c'est acquisition. Deuxième temps, ils ont énormément travaillé sur le parrainage. Si vous si vous invitiez quelqu'un à utiliser Dropbox et qu'il l'utilisait, vous gagnez 16 gigas gratuits. Parce que c'est payant. Vous avez une petite partie gratuite et après, c'est payant pour avoir plus de mémoire. Et bien ça a très très bien marché puisque c'était une époque où le prix du giga en ligne était quand même assez élevé. Et donc, il y a eu énormément de parrainages qui sont faits. Donc là, on est vraiment sur la brique referral à la fin, qui permet finalement de faire de la cooptation quelque part. Donc, vous voyez que ça, c'est des briques qui coûtent rien en tant que telles et qui permettent vraiment d'assurer une croissance extrêmement rapide sur l'entreprise. Hop, j'ai passé un exemple suivant. Alors, beaucoup moins connu, mais extrêmement intéressant parce que adaptable à absolument tous les métiers. Donc ça, c'est la start-up La Centrale du Sport, une petite start-up qui vend en fait du matériel de sport. Et donc, les clients, c'est les clubs sportifs, notamment les clubs de foot, mais pas que. Et en fait, pour se développer au départ, ils avaient besoin du coup de faire une approche un peu B2B. Je vais contacter tous les présidents de clubs de foot pour les rencontrer, essayer de leur vendre du matériel, etc., etc. C'est long, c'est fastidieux. Si vous n'avez pas de réseau, c'est compliqué. Il se trouve que sur le site de la Fédération française de foot, vous avez quand même le nom de tous les présidents de clubs. Et puis, en faisant des recherches sur Internet, etc., vous pouvez arriver à trouver leurs contacts, etc., etc. Sauf que c'est hyper long et fastidieux. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été sur le réseau Upwork. Upwork, c'est quoi? C'est le plus gros site mondial de freelance, en fait. Vous trouvez des gens que vous pouvez payer à l'heure ou à la journée ou à la tâche et qui font à peu près tout ce que vous voulez. Ils sont dans le monde entier, en Inde, en Chine, en France, en Pologne, partout. Et donc, ils ont investi 50 € sur Upwork pour que en 2 jours, il y ait quelqu'un qui leur récupère toutes les données du site de la Fédération française de foot et qui recherche toutes les données sur les différents sites, pages jaunes, etc., etc. Ça paraît anecdotique, mais vous voyez bien que c'est un fonctionnement qui peut être adapté à n'importe quel business naissant pour se créer une base de données ou pour n'importe quel autre truc. Et vous voyez que l'investissement, finalement, il est ridicule parce que quand vous payez, je ne sais pas moi, des gens qui sont sur des pays dont les salaires sont bien moins importants à l'heure, vous n'avez pas besoin d'un investissement très important. Alors bien sûr, vous n'avez pas embauché des gens pour votre cœur de métier là-dessus, mais sur des tâches comme ça, c'est assez intéressant. Et les gros hackers utilisent énormément ces réseaux-là. Par exemple, autre exemple, pour créer du trafic,
Ça peut être très efficace d'être intégré dans les forums sur la thématique sur laquelle vous travaillez. Je ne sais pas, exemple, on va garder le sport. Le sport, il y a des forums de sport. Donc, si vous êtes impliqué sur les forums, que vous répondez bien aux questions, derrière, vous pouvez mettre le lien vers votre marque. En général, c'est toléré. Bien sûr, si vous n'apportez pas de valeur et que vous mettez juste votre lien, vous allez souvent être banni du forum. Mais ça, c'est très efficace. Ça génère du trafic hyper qualifié, sauf que c'est hyper coûteux en temps. Et donc là-dessus, de la même manière, vous pouvez payer des gens via Upwork ou d'autres réseaux, hein, c'est un exemple, qui vont à votre place faire des commentaires sur les différents forums thématiques. Et donc par exemple, c'est 1$ le commentaire. Et donc là, vous pouvez surtout faire travailler 30 personnes en même temps, si vous le voulez. Et dans le monde entier, toutes les langues, etc. Donc voilà, ça vous offre une force de frappe que vous n'avez pas forcément. Alors, Upwork en particulier, c'est plutôt anglophone, hein, c'est vraiment international, mais il y a d'autres réseaux plus français que vous tapez sur Google, hein, vous les trouvez. Voilà, ça c'est un autre exemple très caractéristique des techniques de growth hacking. Ça c'est un autre exemple qui concerne une boîte qui fait de la chasse d'appartements. Qui n'est pas lié à l'image que j'ai mis, hein, mais je ne peux pas donner le nom. Et lui, il a divisé par 2 son coût d'acquisition de trafic sur Facebook et sur Internet. On s'en fiche un peu de ça, mais ce qui est intéressant, c'est comment il a fait. En fait, il a fait plusieurs campagnes différentes et il en a mesuré les effets. Et ce dont il s'était rendu compte, c'était qu'en fait, il avait beau mettre des messages hyper percutants, hyper commerciaux, des réductions, des taux, des trucs. Ben, finalement, ce qui intéressait les clients, c'était de cliquer sur une annonce dont l'image était super belle. Un super bel appart. Même si derrière l'appart, ce n'était pas du tout celui qu'on vendait, qui était complètement faux, etc. Mais les gens, ils cliquaient là-dessus. Et derrière, ils s'intéressaient au site. Alors que quand on leur fait une promesse commerciale, le résultat, il était très mauvais. Et donc, ils ont divisé par 2 quand même leur coût d'acquisition par cette chose toute bête. C'est toujours tout bête, hein. Le gros hacking, c'est vraiment, il ne faut pas se prendre la tête, mais c'est compliqué pour arriver à ce résultat tout bête. C'est ça qui est subtil. Un autre exemple, donc Nestor. Nestor, eux, ils font des repas qui livrent plutôt dans les centres d'affaires, les entreprises, etc. Et en fait, Nestor, il a optimisé sa rétention client avec une approche email bien ficelée. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, on dit souvent l'email c'est fini, les gens n'en peuvent plus du spam, vous ne touchez plus personne avec des campagnes d'emailing. C'est en partie vrai, mais du coup c'est en partie faux. Et ce qu'il faut, c'est pour les mails, c'est que ce soit intelligent. Intelligent, bien fait, personnalisé, bien à propos, au bon moment. Ça, c'est ça qui fait la différence. En l'occurrence, Nestor, qu'est-ce qu'ils ont fait à chaque fois qu'un client avait noté un plat 4 étoiles, lorsqu'il refaisait le même plat, ben, il lui envoyait un petit mail pour le prévenir. Mais avec un mail personnalisé. Ouais, salut Victor, vous aviez drôlement aimé ce plat, bah, juste pour info, on le refait demain. N'hésitez pas, si vous voulez le commander, on vous offre 1€. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas s'ils offrent 1€. Et puis le mail, de la même manière, un autre truc qu'on a appris, c'est que les newsletters trop bien formatés, qui ont une tête de newsletter, les gens, ils les ouvrent pas. Alors qu'un petit mail brut, avec un simple message personnalisé, bah, ils vont avoir plus tendance à le lire. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est un autre exemple hyper pragmatique qui peut s'adapter à tous les business. Un autre exemple, Vinatis, donc eux, ils ont voulu doper leur partie referral à la fin du truc. Et donc, ils se sont dit, bah, nous, vraiment, l'un de notre meilleur marketing, c'est quand les clients laissent des commentaires. Et puis, explique aux autres clients que ça s'est bien passé et que
c'était formidable. Vous voyez bien sur les sites Amazon la force des commentaires et sur différents sites, hein, c'est devenu un vrai business. Et ben Vinatis, pour booster un peu les commentaires et motiver leurs clients à communiquer, parce que c'est pas toujours spontané, hein. C'est spontané quand on a une critique à faire, mais quand ça s'est bien passé, c'est pas spontané chez tout le monde. Ben, ils ont versé 1 € en bon d'achat à tous ceux qui laissaient un commentaire. Donc voilà, c'est un exemple. C'est un investissement modéré avec un bon retour sur investissement. Voilà. Alors, je vous ai donné quelques exemples, on pourrait en donner encore des heures et des heures et des heures. De la même manière, souvent, on résume le gros hacking à une liste d'outils sur différents thèmes pour acquérir des clients sur Internet, pour recueillir leurs avis, pour mesurer des résultats ou de la satisfaction, pour créer une page Internet en 2 clics, pour trouver des images gratuites, parce qu'on n'a pas d'argent, je vous rappelle, hein, pour ça c'est un peu faux, mais quand même, on se débrouille avec ce qu'on a. En fait, c'est quand même le levier très utilisé par les startups pour faire leur croissance. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Et donc, là-dessus, j'aurais pu faire des listes d'outils à l'après-vert, mais vous trouvez sur Internet tout ce que vous voulez sur le sujet. Là, c'est un exemple, un Growth Tools, c'est un site qui référence des tas d'outils. Il y en a plein d'autres. Donc, je pense que c'est pas hyper intéressant. Mais sachez, voilà, que quasiment pour tout faire, vous avez des outils sur Internet qui existent. La moitié sont gratuites, certains sont payants. La plupart du temps, c'est payant, mais avec finalement des modèles économiques qui font que c'est pas si coûteux que ça et c'est assez rentable de le faire compte tenu de ce que ça vous apporte. Il faut passer un petit peu de temps au départ pour vraiment comprendre quel est le meilleur outil par rapport à ce qu'on veut faire. Si vous avez des questions d'ailleurs par la suite, n'hésitez pas, hein, j'essaierai d'y répondre. Mais voilà. Donc j'ai décidé de ne pas vous faire une liste hein, de ces outils à l'après-vert, mais il y en a des tas. Euh, Certains vous permettent aussi d'automatiser des choses, euh, comme IFTTT par exemple. Vous pouvez automatiser des choses entre différents services sans avoir besoin de connaître du code à proprement parler. Donc, si je reçois un email dans Gmail qui contient tel objet, alors automatiquement, je peux déclencher un enregistrement dans mon outil de CRM automatiquement. Voilà. Et vous pouvez créer comme ça des scénarios assez facilement sans être informaticien, jusqu'à même si quelqu'un rentre dans la boutique, je peux allumer la lumière, afficher une image sur l'écran, etc. Voilà, vous pouvez tout imaginer comme truc. Voilà, c'était un petit tour d'horizon très rapide de ce qu'était le gros hacking et de comment ça avait été mis en œuvre dans certaines entreprises. Moi, mon ambition, c'était que ça puisse vous donner d'éventuelles idées sur comment le mettre en œuvre dans les vôtres. Euh, je suis à présent ouvert aux questions si vous en avez. Alors, des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Amandine. Les questions arrivent. Amandine et Marie. Les textes, mais j'ai De vente de services, Marie. Alors, est-ce qu'il y a des exemples de petites entreprises physiques de vente de services? De quel type de service vous voulez parler? L'Amandine, je dis peut-être une grosse bêtise, et là vous allez me dire que j'ai bien compris, mais c'est quand même plutôt pour un business sur Internet, non?
Alors, c'est né effectivement des entreprises de la tech et de l'Internet. Donc, clairement, c'est né là-dedans. Mais pour autant, la logique de dire, et j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un a utilisé le terme de bricolage. La logique de bricoler des choses, de tester et d'en voir les résultats avant d'investir dans des directions ou sur une idée, elle est absolument pour toutes les entreprises. C'est pas propre à l'Internet. Donc en fait, on peut vraiment utiliser cette logique pour toutes les boîtes. Si par exemple vous avez une librairie de quartier, vous avez une zone de chalandise, donc des prospects, des clients potentiels. Votre premier objectif, c'est de les faire rentrer dans la boutique. Ça, c'est l'acquisition. Donc là, vous pouvez imaginer tout un tas de choses, comme par exemple les faire rentrer en ayant récolté leurs emails, je dis n'importe quoi, hein, à partir des listes électorales. Enfin, je dis absolument n'importe quoi. Il faut être imaginatif et se fixer aucune limite. C'est ça le truc. Donc, j'ai pris en photo les listes électorales au moment du vote. Donc, on est vraiment sur quelque chose de local. Donc, j'ai la liste des gens qui habitent à côté. Bon, je paye sur Upwork quelqu'un qui me trouve les contacts, les emails, etc. Et je fais une petite campagne sur laquelle je dis, pour fêter l'ouverture du truc, je vous invite au vernissage, nanana. Et ça, c'est du gros hacking. Voilà. J'ai cherché à bricoler quelque chose pour ma brique d'acquisition. Mais une fois qu'ils sont dans la boutique, il faut que je leur vende quelque chose. Donc là, on est sur la brique la deuxième brique où je dois les transformer en clients. Et ben là, de la même manière, il faut que j'imagine quelque chose. Et en essayant d'être systématique comme ça et d'imaginer des plans d'action adaptés à chacune des étapes, ben, vous allez pouvoir travailler sur une boulangerie, sur une librairie, sur un commerce en ligne, sur un réparateur de vélo, qu'importe. Ça marche pour tout le monde. Vous avez tous des clients. Et ils sont parfois du B2C, donc des clients individuels, parfois du B2B. En B2B, on fait aussi du gros hacking. Alors, Marie, je suis sûr qu'on peut utiliser les mêmes tactiques pour des PME dans la communication. Bien sûr. D'ailleurs, c'est plutôt adapté pour des petites entreprises que des grosses. Les grosses se le réapproprient par phénomène de mode aujourd'hui. Donc moi, un titre de consultant, je travaille pour des grosses et des moyennes, on va dire. Donc elles se le réapproprient. Donc on essaye de faire du gros hacking, mais c'est plus parce que c'est la mode qu'autre chose. Mais à la base, c'est vraiment fait pour les petites entreprises qui veulent croître rapidement. Marjorie, on ne vous entend pas. C'est parce que j'avais effectivement coupé le micro et je relisais au fait les questions qui étaient posées. Voilà, il y avait notamment Fabien qui crée une marque proprement de vêtements sportwear chic et un site internet propre à la marque pour éventuellement faire du trafic ou de l'attraction de la marque après dépôt. Oui. Là, vous allez pouvoir vous identifier à l'exemple que j'ai donné sur c'était la start-up La Centrale du Sport. Donc je pense que ça peut être assez similaire comme exemple de growth hacking là-dessus, mais on peut en imaginer plein d'autres. Quelque part, arriver à donner son produit à une star du sport qui va l'afficher à la télé, c'est une forme de growth hacking aussi. Le succès du casque Beats, vous savez, le casque qui a été racheté par Apple, il est né parce que l'équipe de France de foot au complet avait été équipée de ça. Bon, alors je ne sais pas quelle est l'histoire qui a fait qu'ils ont été équipés, mais à un moment donné, il y a un gars bien placé, bien malin, qui a réussi à l'offrir à tout le monde, et comme il le trouvait stylé, ils l'ont mis. Donc voilà, le gros hacking, il peut être imaginé pour n'importe quelle boîte, n'importe quelle entreprise. Vous voyez, arriver à donner son casque Beats à une équipe de foot, c'est l'équipe de France, hein, pas n'importe laquelle, celle qui passe à la télé, c'est culotté. C'est en dehors de ce qu'on vous a appris à l'école en marketing, donc c'est innovant, créatif, et puis c'est pas facile, faut vraiment en vouloir pour y aller, mais ça peut rapporter gros. Et si ça marche pas, si on n'y arrive pas, on n'a pas investi grand chose. Donc voilà, c'est vraiment ça la logique.
Alors, en ce qui me concerne, à côté de chez moi, il y a une nouvelle boulangerie qui a ouvert il y a maintenant, ça fait maintenant 12 mois qu'elle a ouvert. Ce qu'ils ont fait, c'est que pour présenter leurs produits, leurs pains, ainsi de suite, ils étaient dans la rue avec des plateaux, ils faisaient goûter leurs pains, différents pains aux noix, aux fruits, ainsi de suite. Mais il y a une crèche et 2 écoles élémentaires juste à côté. Et ce qu'ils faisaient aussi, c'est ils ont proposé à l'école de venir et voilà, par petits groupes avec des enfants pour leur montrer voilà, la production du pain Ouais. et éventuellement accompagné de certains parents parce qu'ils pouvaient pas, les maîtresses devaient venir avec certains parents parce que c'était des groupes importants d'enfants et ils prenaient les adresses mail des parents. Et ensuite, ce qu'ils faisaient, ils communiquaient aux parents lorsqu'ils sortaient une nouvelle pâtisserie, voilà, un nouveau pain, et ils ont commencé à construire leur base de données là-dessus. Ouais, c'est une très bonne idée. C'est toute idée bonne à prendre. Hein. Et puis les enfants, on peut imaginer que ils aient pris en photo les enfants et qu'ils demandent l'autorisation aux parents s'ils veulent récupérer les photos ou pas. Et on peut imaginer qu'ils organisent régulièrement des ateliers dans lesquels les parents puissent ensuite amener leurs enfants à des fins éducatives, comment on fait le pain, etc., etc. On peut imaginer plein de choses comme ça. Et effectivement, c'est des idées. Alors, on sort bien sûr des habitudes du boulanger. Mais si vous restez dans les habitudes du boulanger, vous allez subir finalement le trafic. Si vous êtes bon au bon endroit, etc., ça va être bien. Si vous n'êtes pas au bon endroit ou vous êtes nouveau, les gens ont déjà leurs habitudes, etc., c'est plus difficile. Alors, un serveur vocal ou textuel genre Discord, ça me dit quelque chose. Je ne suis pas sûr de connaître, mais ça me dit quelque chose, Charlie, ce que vous dites. C'est quoi la question? En fait, c'est pas une question, c'est plutôt une affirmation. Il proposerait bien l'idée du serveur vocal ou textuel, genre Discord. Alors oui, typiquement, c'est un outil qui peut tout à fait rentrer dans une logique de gros hacking. Et il y en a plein de ce type-là. Ça peut être très intéressant. Ça me fait penser à finalement un outil de gros hacking qui montre d'excellents résultats. Quand vous faites des campagnes email, bon, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, les taux de transformation des campagnes email basiques, il est pas excellent. Je crois que vous en faites, l'a dit. Encore, vous, c'est très qualifié, etc. Nous, on en fait aussi. Hein, c'est pas parce que le taux de transfo il n'est pas excellent qu'il faut pas en faire. Mais il faut vraiment réfléchir à la campagne email un peu plus loin. Et donc, ce qui marche très bien là, depuis quelques temps, c'est d'envoyer des campagnes email. Et en fait, dès qu'on a envoyé, par exemple, le 3e email sur un sujet à quelqu'un, c'est de lui envoyer automatiquement sur son répondeur un message. Le téléphone ne sonne pas, mais directement sur le répondeur. Et en fait, là-dessus, il y a une startup qui a mesuré. Donc, bon, sur la transfo email, je n'ai pas les chiffres, mais c'était ridicule. Et sur les personnes dont elles ont réussi à envoyer un message après une interaction avec eux quand même, ils ont un taux de rappel de la personne qui est de 17%. Donc 17% sur ce genre de campagne, c'est énorme. Mais le message est personnalisé, il est laissé par un robot type de celui de Discord. Là. Et derrière, simplement, on est sorti du flux de mails, tous pareils, tous pas intéressants, etc. Et on s'est fait remarquer autrement. Alors, dans quelques temps, s'il y a trop de messages de ce type, les gens n'en pourront plus et ce sera de la même manière. Mais en tout cas, pour l'instant, ceux qui font ça, c'est un peu des hackers et ça marche assez bien. Pardon, bonne idée à tester. Y a-t-il d'autres questions sur le sujet du growth hacking? Est-ce que tout est clair et vous êtes prêts à l'appliquer pour ceux qui sont en activité ou qui souhaitent tester leur idée voilà, d'ici très rapidement, dès demain, je dirais. Dès ce soir. Dès ce soir, oui.
Bon, quoi, si vous n'avez pas de questions maintenant et que vous en avez plus tard, n'hésitez pas. Dans la présentation, j'ai laissé mon lien LinkedIn. Vous pouvez me contacter sans aucun problème. Euh, et donc, j'essaierai de répondre à vos questions. Bon, il y a des participants qui écrivent, mais en tout cas, merci beaucoup Laurent pour cette Ben, présentation. c'est un plaisir. Si ça Également. peut servir, si vous avez retenu une ou deux petites choses, c'est le principal. Et puis, on essaiera de venir R&B Partners, d'autres formations pour l'ADI. Voilà. Je trouve ça très intéressant. Bah, super, merci. Bah, déjà, on accueille Quentin voilà, le 11 juin. Super. Sur la thématique sur le recrutement. Donc, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire et ça va être très intéressant. Le recrutement est sur certains secteurs comme le mien, le conseil, le nerf de la guerre. C'est ce qu'il y a de plus dur chez nous. On a plus de mal à recruter qu'à aller chercher du business. D'accord. Donc, c'est un enjeu capital pour certaines boîtes. Voilà, donc si vous aussi vous êtes intéressé par cette thématique, on vous donne rendez-vous l'ADI et R&B Partners le mardi 11 juin à 14h30. Pour aujourd'hui, je vous propose qu'on s'arrête là. Et encore merci. Mais de rien. Et à très bientôt. Et notre série de webconférences continue demain. Merci à toutes et à tous. Au revoir.